Yannick Kremer, vous êtes aujourd'hui à la tête de 97 salons dans le monde, dont 60 en France. Je le disais, plus de 30 ans maintenant de parcours professionnel. Quel regard vous portez sur cette réussite? Parce que vous êtes un self-made man, hein. Vous n'avez pas hérité d'un groupe, vous êtes vraiment construit pierre après pierre et tout seul. Oui, c'est vrai. J'ai commencé dans mon petit village de Athènes, où mon père était installé comme coiffeur. Et j'ai appris mon métier à Wissembourg. Et c'est vrai que mon ambition première était de reprendre le salon de mon père. Certes, j'avais quelques ambitions pour l'agrandir, pour faire une maison de beauté dans toute sa splendeur, c'est-à-dire avec sauna, hammam, relaxation, bien-être. Déjà à l'époque, déjà au fin des années 70, début des années 80, vous pensiez à ce concept-là? Tout à fait. Mais par contre, c'était dans mon village. Ouais. C'était chez moi, c'est-à-dire avec mes amis, avec les gens que j'aimais autour de moi. Je n'avais pas d'ambition de dire ailleurs que dans ma région. C'est mon père, c'est-à-dire qui m'a incité de dire à aller à Paris. Après, j'ai négocié, il a dit minimum Strasbourg, quoi. C'est-à-dire, il faut vraiment que tu vois autre chose que le village pour t'ouvrir les yeux et pour t'ouvrir à autre chose. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'il m'avait trouvé le premier travail à l'époque chez Tony, Antoine, Hubert, c'est-à-dire qui était à l'époque un précurseur puisqu'il était dans les années fin des années 70, il était le premier à prendre la franchise de Sange à l'époque. C'était une grande figure à Strasbourg. C'était une grande figure, c'était quelqu'un d'emblématique, c'était quelqu'un d'exceptionnel, d'une très grande générosité. Et puis c'est vrai que j'ai commencé avec lui cette aventure. Aujourd'hui, vous vous êtes vraiment développé, on va parler d'ici quelques minutes, notamment de cet axe vers la Chine, parce que vous avez été quelqu'un qui a été précurseur. Vous êtes allé en Chine à un moment donné où c'était peut-être plus compliqué d'y aller qu'aujourd'hui. Le marché était peut-être plus fermé. Auparavant, j'aimerais qu'on vienne sur cette aventure à Strasbourg. Vous avez un premier salon, puis un deuxième, puis les salons s'enchaînent, les franchises également. Comment est-ce qu'on décide un jour de devenir plutôt chef d'entreprise que coiffeur? Quand je suis arrivé à Strasbourg au début des années 80, en 81 plus précisément, j'étais coiffeur. Mon seule ambition, c'était de fidéliser ma clientèle. Et on est dans ce salon, hein. C'est rue des Serruriers, à Strasbourg, c'est ce salon-là. Hein. Je crois que ça doit être ça. Je ne connais pas les images, mais je pense que c'est ça, effectivement. Donc, au début des années 80, ma première ambition, ce que je recommande encore aujourd'hui à tous les coiffeurs, c'est de fidéliser leur clientèle. C'est la base. La base de notre métier, c'est d'arriver à fidéliser la clientèle pour après aborder un autre cap qui est effectivement ouvrir un salon ou plusieurs salons. Et c'est comme ça qu'en 87, j'ai ouvert mon premier salon d'association avec Tony. Et très rapidement, c'est-à-dire j'ai oublié un petit peu où j'avais plus envie de retourner dans mon village, que le week-end bien sûr, mais j'avais plus envie d'entreprendre. J'ai repris le salon de mon père bien sûr, mais qui faisait partie après d'une démarche de développement. Et j'ai aussi eu le plaisir de rencontrer des personnes très ambitieuses, très organisées, des groupes aujourd'hui numéro 1 mondial du luxe, Desange, M. Desange en l'occurrence, et c'est vrai qu'ils m'ont appris, qu'ils m'ont donné beaucoup de choses, qu'ils m'ont donné beaucoup de clés. On voit la maison là. Ça c'est ma maman. Voilà, c'est Athènes là où tout a commencé avec votre maman qui nous tout regarde. Tout à fait, c'est le village. On en profite pour la saluer, évidemment. Quand vous voyagez dans le monde entier pour ouvrir des salons, des franchises, etc., quand vous revenez chez vous… C'est moi tout petit là, à gauche. Le petit Yannick. À Athènes, et puis des coups de cheveux magnifiques. Déjà. Un cheveu vraiment très fin. Et puis là, voilà, c'est la direction vers Strasbourg et vers les salons. Oui, quand vous revenez chez vous à Athènes, vous rencontrez tous les amis, j'imagine, les amis d'enfance qui sont restés là-bas. Oui. Vous êtes devenu un petit peu la star du village, entre guillemets. Je sais pas, mais en tout cas, c'est-à-dire moi j'y vais tous les week-ends pratiquement, retrouver ma maman et pour faire des belotes, pour faire avec ma famille. C'est-à-dire c'est vraiment toujours un énorme plaisir de retrouver mes racines, quoi. C'est presque au début, c'est-à-dire je me dis tiens ça va m'embêter un peu, mais en fin de compte non, c'est-à-dire ça m'apporte et aujourd'hui j'ai un besoin de retourner là-bas. Donc j'y vais avec beaucoup de plaisir tous les matins, tous les dimanches. 900 collaborateurs en Chine, 250 ailleurs dont la France. Est-ce que vous avez encore le temps de coiffer? Oui, bien sûr, oui. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est très important de garder la main. On ne peut pas la perdre, c'est comme le vélo, c'est-à-dire une fois qu'on s'est coupé les cheveux, on s'est coupé les cheveux tout le temps. Mais par contre, pour développer un concept, ça me paraît être nécessaire de rester vraiment au fait des choses, c'est-à-dire de l'activité de la coiffure telle qu'elle est réellement. Et je pense aujourd'hui, je suis le seul franchiseur, c'est-à-dire à coiffer encore un jour par semaine. Donc tous les samedis, toute la journée, je coiffe rue de la Mésange mes clientes habituées, mais aussi d'autres clientes qui le souhaitent. Donc pour moi, c'est aussi important que les dimanches, c'est d'aller se coiffer au salon le samedi.
parle d'employeurs justement. Et Yannick Kremer, vous continuez, vous, à embaucher régulièrement des nouveaux coiffeurs, que ce soit en apprentissage ou des coiffeurs déjà confirmés, oui, diplômés? bien sûr, c'est-à-dire régulièrement avec le développement, comme aujourd'hui, mon souhait c'est quand même de continuer le développement, que ce soit en franchise ou même en filiale. Donc on est d'abord, l'apprentissage c'est hyper important pour nous, puisque c'est important pour le futur de nos entreprises. Et donc moi je forme régulièrement une dizaine d'apprentis par an pour alimenter l'ensemble de mes besoins en salon. Et est-ce que certains de vos coiffeurs ensuite créent leur entreprise eux-mêmes? Ma plus grande fierté, c'est depuis que j'ai lancé mon premier salon en 87, ma plus grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, j'ai encore 7-8 collaborateurs de l'époque qui sont encore avec moi, c'est-à-dire ils ont tous leur salon. Et ça, c'est vraiment un plaisir pour moi d'accompagner chaque collaborateur dans leur épanouissement personnel et dans leur développement personnel. Il est important, c'est-à-dire quand on choisit un métier comme la coiffure, c'est-à-dire comme l'artisanat en général, c'est des métiers de passion. Donc il faut les choisir par passion et non par dépit. Par échec scolaire, ou c'est-à-dire si on choisit ce métier vraiment pour les bases. Aujourd'hui, il faut savoir, c'est-à-dire que si on commence l'apprentissage à 15 ans, si on a la retraite à 62, voire 65 d'ici là, on est à plus de 50 ans de métier, vaut mieux le vivre avec passion. Donc moi, mon objectif à moi et l'ensemble de mes partenaires managers, c'est de garder cette étincelle qu'ont les apprentis quand ils viennent chez moi, c'est-à-dire à 15 ans, 16 ans. Ils sont pleins de rêves, pleins d'espoir, et c'est cette étincelle qui sont au fond de leurs yeux qu'il faut alimenter régulièrement. C'est pour ça que soi-même, il faut être tout le temps... Mais malheureusement, on a l'impression aujourd'hui, et le président de la République l'a annoncé encore dimanche soir, vouloir relancer l'apprentissage. On a l'impression que l'apprentissage, l'artisanat n'est pas valorisé. Est-ce que vous trouvez, vous, facilement des jeunes qui ont envie de se faire ce métier par passion, comme vous le dites, et non pas suite à un échec scolaire? Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire parce qu'effectivement, je me rappelle, il y a pas mal d'années, il me semble que c'était le gouvernement Fabius à l'époque qui avait décidé ou qui avait mis l'objectif à 80% de bacheliers. Ça remonte à quelques années. Hein. Mais c'est-à-dire l'artisanat est important pour l'ensemble de nos métiers. Le savoir-faire d'un charpentier, le savoir-faire d'un ébéniste, le savoir-faire d'un boucher, d'un charcutier, d'un coiffeur. Tous les métiers sont importants et il faut la transmission du savoir-faire. La construction des cathédrales, c'est fait comme ça. C'est-à-dire il faut reproduire, c'est-à-dire et reconduire et la transmission du savoir-faire. Comment vous faites en Chine justement pour cet aspect-là des choses, recruter? C'est différent? Déjà, les collaborateurs chinois, les coiffeurs chinois, ils sont très techniciens. Ils sont très doués, c'est-à-dire ils sont vraiment très doués de leurs mains. C'est des artisans, ils savent faire, et ils savent reproduire très facilement. J'étais impressionné la première fois que je suis allé là-bas, quand on a fait un show là-bas, c'est-à-dire que tout le monde était là avec leur passion, avec leur motivation, et à nous regarder travailler, ça c'était exceptionnel. Et donc les Chinois, c'est-à-dire l'avantage qu'ils ont sur nous, c'est qu'il y a un cheveu raide et noir. Oui. Donc uniforme sur 1,5 milliard de Chinois, Chinoises ou Chinois. Oui. Bon. Chez nous, c'est-à-dire en Europe, on a des cheveux raides, frisés, naturels, blonds, roux, de toutes les couleurs. C'est vrai que quelque part on est à même à travailler beaucoup plus de cheveux, donc on peut apporter, et d'ailleurs leur grande panique c'est de coiffer une femme européenne. C'est vrai? Oui, parce que c'est-à-dire pour nous c'est assez facile parce que c'est un cheveu naturel, mais pour eux ils savent pas faire. Déjà, c'est-à-dire parce que ils font un shampoing d'1 heure et un shampoing d'1 heure sur un cheveu fin et mou, il y a plus. Mais c'est quel bonheur, quel plaisir. Quel bonheur. Un shampoing qui dure 1 heure parce que au-delà de se faire couper les cheveux, il y a aussi cette philosophie, c'est de se décontracter, c'est d'oublier le quotidien, d'être, vous le dites souvent, dans un autre monde, de se détendre tout simplement. Oui, tout à fait. Comment vous est venue l'idée d'aller en Chine? Je le disais tout à l'heure, vous êtes allé à un moment donné où c'était très compliqué. Il y avait les Jeux Olympiques de Pékin qui étaient en ligne de mire, il y a eu beaucoup de contestations. Vous y êtes allé, vous, c'était en 2004, je crois. En 2003, exactement. Mais auparavant, c'est-à-dire en 2000, quand j'ai décidé de quitter l'aventure qui me liait à Desange depuis 20 ans. J'avais 40 ans et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? À 40 ans, est-ce que je déroule? J'étais tranquille, j'avais une quinzaine de salons qui étaient rentables et j'étais tranquille financièrement, on va dire. Mais par contre, en point de vue d'épanouissement personnel, j'avais trop de frustration, trop de choses stéréotypées.
Et pour moi, c'est-à-dire le stéréotype, c'est-à-dire la mondialisation, c'est-à-dire qui pour moi aurait dû apporter la diversité, a apporté de la globalisation, de l'image. Et ce que je souhaite, moi, c'est-à-dire à un moment donné, j'ai fait le constat, je dis, est-ce que je continue dans ça? Moi, je ne me retrouvais plus, j'étais plus assez créatif, ou c'est-à-dire ma créativité que j'avais en moi ne pouvait pas s'exprimer. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter le groupe et de lancer ma propre aventure. Quand j'ai fait le constat de ça, je regardais un peu quelle était la possibilité pour moi d'ouvrir une marque nationale. C'était très dur parce que le territoire était occupé. Oui. Et je dis paradoxalement, j'ai eu une possibilité avec une cliente qui voulait ouvrir un salon au Canada. Dans un premier temps, en 2002. J'ai dit, tiens, c'est l'idée. Je pense que c'est la solution. C'est d'abord développer une marque internationale avant de développer une marque nationale. Oui. Et c'est comme ça qu'après le Canada, j'ai eu une rencontre. Enfin, mon épouse était au restaurant chez Osaka, donc un restaurant japonais tenu par des Chinois, comme la plupart des restaurants japonais, et qui lui a dit, tiens, je vois que ton mari se développe plutôt bien et que ça a l'air de bien marcher. Il devrait aller en Chine. Il devrait aller en Chine. Et moi, j'ai envie d'y retourner aussi. Et la restauration, il dit, s'il y en a trop, par contre, la coiffure française, il n'y en a pas du tout. Alors, le jour d'après, j'avais rendez-vous avec lui, et c'est comme ça qu'il me dit, enfin, on se voyait encore à l'époque, et puis après, c'est devenu un très grand ami, il me dit, moi j'ai dit de mon côté, je dis, je ne connais pas la Chine, donc il faudrait découvrir la Chine. Et il m'a dit, il faut que tu découvres. Moi, j'avais des idées toutes préconçues, je pensais qu'il y avait des vélos, qu'il y avait des chapeaux comme ça, c'est-à-dire que... Des clichés. Et voilà, des clichés tout faits. Et c'était avant, c'était donc au début des 2003, on ne parlait pas autant de Chine, c'était plutôt que des problèmes et qu'un pays du tiers-monde. Quand je suis allé, donc 2-3 semaines après, en Chine pour la première fois, mais je suis tombé à la renverse. J'ai découvert un pays fabuleux, mais c'est-à-dire en plein mouvement, c'est-à-dire un pays en marche. Et aujourd'hui, 9 ans plus tard, vous avez combien de collaborateurs, rappelez-nous le chiffre? 900. Et combien de salons? Et 30 salons. Voilà. 30 salons. Chapeau. Il est numéro 1 français en Chine. Et vous aimez l'art et la peinture? Oui, bien sûr. Juste pour revenir à la Chine, c'est-à-dire pourquoi c'est réalisable, c'est d'avoir des partenaires. Sans partenaires, c'est pas réalisable. Tout seul, rien n'est possible. C'est qu'ensemble que c'est possible. Donc, c'est grâce à des Strasbourgeois, des Français d'origine chinoise, avec qui je suis parti là-bas, c'est-à-dire un Français qui est né ici et qui a fait ses études à Strasbourg et qui aujourd'hui tient le groupe là-bas. Yannick Rément, on va parler un petit peu d'avenir avec vous. On a parlé de la Chine, ça a été un pari réussi au début des années 2000. Aujourd'hui, vous souhaitez également vous développer. Vous êtes présent sur 3 continents, donc l'Europe, l'Afrique, puisque vous êtes présent à Marrakech. Maroc, la magnifique ville de Marrakech. Ouais. Avec des centres de formation également, puisqu'il n'y a pas que les salons, vous formez également. C'est important pour le développement futur des salons, c'est-à-dire c'est de prendre le métier à la base, c'est la formation. Donc on a une école de formation pour mes coiffeurs du groupe, mais aussi pour l'ensemble des coiffeurs de la région et autres, puisque effectivement l'école de Strasbourg s'adresse à 200 km autour de Strasbourg, donc sur un rayon de 200 km, on forme aussi bien des gens de Nancy, de Metz, mais aussi d'Allemagne, de Karlsruhe, où on fait des formations en allemand. Et bien sûr, c'est-à-dire pour développer la marque, il faut la formation. C'est pour ça qu'on a mis une école de formation en Chine depuis maintenant pas mal d'années. Et puis depuis l'année dernière, on a ouvert à Marrakech. Est-ce qu'il y a une French touch de la coiffure? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez 2 techniques de coupe qui est reconnue dans le monde entier. Technique française, technique anglo-saxonne. La technique anglo-saxonne, Tony and Guy pour ne pas le citer, c'est-à-dire très géométrique, très déstructurée. Et puis la technique française, c'est-à-dire qu'il y a une technique beaucoup plus glamour, beaucoup plus féminine. C'est quoi sa technique? C'est quoi? C'est l'anarchie? C'est l'anarchie. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci. C'est naturel, donc c'est beau. Et donc la technique française, c'est naturel. Okay. Voilà, donc nous, on revendique cette technique, ce savoir-faire, et on fait ça dans tous les établissements, dans toutes les écoles, dans toutes les académies que je vais ouvrir. Aujourd'hui, le développement, vous parlez de développement. Et la formation, juste pour revenir un petit peu par rapport à ce que vous disiez avant, comme je suis souvent en Chine et je vois un peu ce qui se passe, les Chinois veulent gagner beaucoup d'argent, et très vite. Et c'est vrai qu'en l'espace de 10 ans, tout allait tellement rapidement, c'est-à-dire que quand j'y étais, il n'y avait pas encore tellement de voitures. Maintenant, c'est-à-dire ça bouchonne, vous ne pouvez plus circuler. En plus, c'est-à-dire avec les Jeux d'été, les Jeux olympiques d'été qu'il y a eu, enfin, c'est pas l'équivalent des Jeux olympiques là-bas, c'est-à-dire où effectivement ils ont construit une nouvelle ville en 2 ans, ils ont construit une nouvelle ville, c'est-à-dire méconnaissable, et tout va vite. Donc les gens
Leur passion, c'est de travailler pour gagner de l'argent. Leur objectif, c'est que ça. Et ça veut dire qu'ils veulent gagner de l'argent. Ça veut dire qu'aussi, c'est là où je vois le côté positif pour l'Europe, c'est qu'à un moment donné, la production va revenir en France. Et grâce à notre savoir-faire et la transmission du savoir-faire, de tous les couturiers, tout ça, je pense qu'on aura de nouveau du boulot d'ici 10 ans, c'est-à-dire l'industrie de pas mal de choses vont revenir.